Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass sur le thème architecte, comment concilier contraintes d'exécution et contraintes de coût en 2024. Je suis très heureux de vous accueillir et d'accueillir nos deux speakers, Célia Campion et Olivier Laurent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Marc. Je suis vraiment très content d'avoir l'occasion de pouvoir rentrer avec vous dans le vif du sujet. Les bureaux d'études, les cabinets d'architectes, c'est vraiment une population qui nous tient à cœur chez 3h18 parce que, comme vous l'avez compris, on est là pour faire gagner du temps, pour permettre aux petites entreprises d'être plus efficaces, de se concentrer sur ce qu'elles aiment faire. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour pouvoir rentrer dans ce sujet, quoi de mieux que d'avoir un témoin qui sera vraiment le porte-parole de la profession, qui pourra vraiment parler concrètement et nous inspirer sur ce que vivent les cabinets d'architectes, ce que vivent les architectes entrepreneurs, ces chefs d'entreprise qui sont confrontés à des problématiques de marché, des problématiques tout court. Et pour cela, je suis très heureux d'accueillir Olivier qui va avoir le rôle un peu de représenter cette profession et de nous en dire un peu plus. En tous les cas, bienvenue Olivier. Merci. Et puis Célia qui est dans la bande, celle qui va nous parler des outils, qui va nous parler d'outils, qui va évidemment, par son expérience de dizaines, de centaines de rencontres et d'équipements de cabinets d'architectes, va évidemment nous faire un état des lieux de où en est le marché aussi en termes d'équipement, qu'est-ce que les architectes réclament comme outil, quelles sont les difficultés, et puis comment d'une manière générale, cette profession évolue. On verra qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a des choses très intéressantes que Célia va pouvoir vous restituer. Et puis moi, je ferai un petit tour d'horizon sur les bonnes pratiques de gestion, sur les difficultés qu'on rencontre quand on est dans un cabinet, et puis comment est-ce que, voilà, en fonction de sa taille, en fonction de ses moyens, en fonction de son ambition, ce qu'on est capable de mettre en œuvre très concrètement. Voilà, donc ça sera l'objet de cette présentation. Vous avez, comme d'habitude, la possibilité de poser des questions. Donc, deux façons de poser des questions, par le chat. Bonjour Maximilien, donc vous êtes vraiment tous invités à poser des questions, à interagir, à nous interrompre, pourquoi pas. Et pour ça, vous avez le module chat. Et puis, si vous avez des questions un peu plus confidentielles, n'hésitez pas à le faire. Et là, vous utilisez le module questions. Et dans ce cas-là, seuls les trois intervenants voient vos questions et on pourra y répondre soit à la fin de la présentation, soit éventuellement reprendre rendez-vous avec vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces deux canaux. Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits et à participer. Vous êtes plusieurs dizaines là, déjà en live et le chiffre continue à augmenter. Vous aurez tous la possibilité de visionner cette masterclass en replay. Vous aurez tous la possibilité d'accéder aux slides, même s'il y en a peu, mais bon, pour ceux qui le souhaitent, c'est une question qui est toujours demandée. Vous aurez accès aux slides qui seront présentés et vous aurez évidemment nos coordonnées qui vous seront envoyées dans un mail récapitulatif. Voilà pour les aspects logistiques. Eh bien, on va pouvoir commencer si tout le monde est prêt. Et on va commencer par vous laisser la parole, Olivier, sur le marché, sur les contraintes. Comment vous voyez finalement cette année 2024 ? À peu près comme celle qui suivra 2025. On est dans un marché baissier depuis presque le début de l'année 2023 avec l'effet ciseau d'une crise économique et les impératifs de l'urgence climatique. Donc, on a aujourd'hui un renchérissement du coût des matériaux et de la main-d'œuvre. On a en parallèle l'impératif d'opter pour des matériaux plus vertueux pour bonifier nos constructions. Et bien, cet effet-là, ajouté aussi à la fin programmée des soutiens fiscaux divers et variés, nous amène dans un marché baissier sur majoritairement la construction de logements neufs en marché privé, qui est pas totalement inédit. On a des crises comme ça, on en a traversé plusieurs, mais celle-ci est assez sévère et emporte la nécessité pour nous, architectes, de
regarder le champ de nos compétences pour l'appliquer à une grande diversité de commandes. Donc, dans les 2 années à venir, si la pompe n'a pas déjà été amorcée chez mes confrères, je vois la nécessité absolue d'une diversification de la commande, à commencer par les marchés publics, mais aussi des diversités typologiques. Ne pas renier les commandes individuelles quelles qu'elles soient, les commandes privées sur différents types d'activités. Se rapprocher également des bailleurs sociaux qui tiendront la barre ces 2 prochaines années en lieu et place des promoteurs immobiliers et surtout ne pas négliger la commande publique. Donc on a besoin dans les 2 années qui viennent de faire preuve d'une grande agilité dans les études, donc couplée à une vigilance accrue sur les temps passés dans ces phases d'études et la rédaction fine de nos contrats de maîtrise d'œuvre pour éviter les glissements, puisque voilà, on est sur un contexte vraiment très particulier avec un truchement de normes, d'ambitions et d'objectifs qui chahute énormément l'ordre établi dans notre profession et la façon de faire sur le territoire. Alors, est-ce qu'il faut être un peu pessimiste quand on vous entend? Est-ce qu'il y a des motifs quand même de se réjouir? Toujours. Voilà, est-ce qu'on voit le bout du tunnel d'une manière ou d'une autre? Vous parlez de diversification, mais est-ce que tout le monde a les moyens de se diversifier? Comment on pourrait essayer de redonner un peu de baume au cœur dans ce contexte? J'ai le sentiment que on a tous l'opportunité d'une diversification puisqu'elle peut se produire à toutes les échelles, dans tous les cercles sociaux, à commencer par son propre carnet d'adresses. Mmh. Donc cette diversification, elle ne nécessite pas des trésors d'ingénierie ou d'efforts particuliers pour y parvenir. Il faut simplement être très vigilant à ne pas se laisser enfermer dans un confort de commande où on produit à longueur d'année les mêmes typologies de projets, puisque on le voit bien avec tout un pan du marché qui aujourd'hui est à la peine, que ça peut engendrer des difficultés parfois dramatiques pour certaines structures, certains de mes confrères. Donc cette diversification, pour moi, elle est à la portée de tout le monde. Il suffit simplement de tendre l'oreille, il y a un peu aussi comment dire, de prosélytisme, rappeler l'étendue de nos compétences, la faculté qu'on a par notre formation tant technique qu'artistique de pouvoir poser notre regard et nos mains sur une foule de programmes pour apporter des solutions inédites. Donc, ne rien négliger dans les 2 années à venir, dès lors qu'on a évidemment l'assurance de ne pas mettre le doigt dans un engrenage avec une opération qui ne serait pas à l'échelle de sa société et des charges qui y sont rattachées. Mais pour moi, il y a toujours des opportunités qui sont à portée de main. Et même si mon introduction est peut-être un peu catastrophique, mais c'est une réalité. Mais je reste néanmoins optimiste sur notre propension à trouver les rebonds nécessaires au maintien et surtout au développement de nos activités. Alors, dans ce contexte, est-ce que, là je reviens peut-être à une considération plus, d'entreprise, heu, comment le chef d'entreprise, qui est, aussi, l'associé, architecte de son cabinet, il fait pour naviguer dans ces temps un peu, incertains? Il doit recruter, il a un marché, alors il faut tout de suite mettre en place des ressources, ad hoc, et puis ensuite c'est le calme plat et puis ça repart, En termes de gestion, quels seraient les 2-3 conseils, que vous, Olivier, qui êtes à la fois chef d'entreprise, entrepreneur, architecte, qui connaissez bien la profession, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil vraiment très opérationnel, en particulier aux jeunes architectes là, qui arrivent sur le marché? De naviguer dans cette période à géométrie constante, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement vigilant sur ses charges, les fluctuations et les atermoiements qu'on peut connaître dans nos commandes avec un contrat emmagasiné, mais qui peut mettre parfois plusieurs mois à rentrer en phase opérationnelle. Donc,
on a des glissements de trésorerie qui sont assez importants, contingentés donc par le commanditaire, mais pas seulement, les services instructeurs, un aménageur dans une zone d'aménagement concerté peut amener à voir des programmes se décaler d'1 ou 2 trimestres. Donc il faut rester très, très agile dans cette période et bon, les recrutements, il faut les faire avec vigilance. Alors on a tous des structures qui sont par essence différentes, mais pour ce qui me concerne, on va rester à géométrie constante sur les 2 prochaines années avec l'équipe que nous avons et solliciter des commandes en fonction de la capacité du plan de charge que nous sommes capables d'assumer. D'accord, oui, donc en fait, vous avez un capacitaire, vous avez des ressources et c'est en fonction de ces ressources, et des éventuels décalages, dont vous mesurez, de façon la plus dynamique possible, l'impact sur vos équipes, que vous prenez ou pas, des commandes et que vous allez chercher ou pas des commandes adaptées à ce que vous pouvez délivrer, quoi, hein. Donc c'est Absolument. vraiment, donc ça, c'est effectivement, c'est l'idéal. Très souvent, c'est quand même pas ce qui se passe, hein, il faut le dire. Très souvent, c'est à l'envers, c'est-à-dire, boum, on prend le marché parce qu'on a envie de le prendre ou parce qu'il faut le prendre ou parce que votre client veut absolument travailler avec vous et puis vous vous retrouvez, et vous n'avez pas les ressources et c'est évidemment pas le bon moment, et dans ce cas-là, bah, il faut trouver des solutions. On va reparler tout à l'heure parce que ça fait partie aussi, d'un schéma qui peut se révéler quand même intéressant, et sur lequel on peut quand même gagner de l'argent. Mais c'est vrai qu'idéalement, bah, il faudrait faire ce que vous décrivez. Euh, mais ça suppose peut-être aussi d'avoir une agence qui a déjà une équipe stable, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas, surtout quand on démarre. Mais on va y revenir. En tout cas, merci. Vraiment, on continue notre petit tour d'horizon et puis vous n'hésitez pas à intervenir, Olivier, Comptez sur moi. et on vous reposera quelques questions. Alors, on rentre petit à petit dans la problématique de la gestion d'un cabinet. Et moi, je voudrais attirer l'attention sur 5 sujets qu'on observe, nous, notre petite lucarne chez 3h18. Donc, notre métier, en 2 mots, c'est d'aider les cabinets d'architectes, les bureaux d'études, à variabiliser leurs dépenses, à justement adapter les équipes en fonction de ce qui arrive, et en particulier sur la sphère commerciale et administrative. Donc, on met à disposition des assistants de gestion, des assistants administratifs, des assistants marché public qui aident les cabinets à grandir, à se développer, à répondre à des demandes sans forcément recruter, avec des ressources opérationnelles immédiatement efficaces en cabinet, sans forcément passer par le CDI parce qu'on n'a pas besoin ou pas envie, et avec beaucoup de flexibilité. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que il y a déjà une première chose, c'est beaucoup de cabinets nous disent comment est-ce qu'on pourrait aller chercher plus d'affaires, comment on pourrait gagner plus d'affaires, être plus visible. Bon. Alors par rapport à ça, nous on a 2 conseils. Le premier, c'est déjà de se mettre correctement sur les marchés publics, ce qui n'est pas évident. Maîtriser Chorus Pro n'est pas quelque chose qui est facile non plus. Évidemment, toute la partie technique, la partie métier de l'appel d'offres, ça, on n'en parle pas, c'est votre métier, c'est votre savoir-faire, c'est vous qui savez mettre en valeur la production de ce que vous réalisez. Mais il y a tout le reste, il y a tout l'administratif, il y a toute la mise en avant du cabinet, il y a les références, il y a tout ce qui va donner de la crédibilité à votre dossier. Et là, eh ben, il y a des bonnes pratiques. Et, soit on sait faire, soit on ne sait pas faire, hein. À mon époque, on disait il y a les aigles et les canards. Bon, bah, voilà, les deux volent, mais on a plutôt envie d'être un aigle. Et quand on répond et qu'on a beaucoup bossé pour un appel d'offres, on a envie qu'il soit bien mis en valeur et on n'a pas envie d'être retoqué par le code des marchés publics simplement parce qu'on a oublié une référence, un cabis, une pièce justificative, etc. Donc là, nous, ce qu'on vous conseille, bah, c'est de vous entourer, alors soit de vous former, hein, vous pouvez vous former à la réponse aux appels d'offres publics, soit de vous entourer de quelqu'un qui vient vous former ou former vos équipes rapidement en une journée, comment être plus efficace sur les marchés publics, soit de vous entourer de quelqu'un, une assistante commerciale spécialisée marché public et qui va venir en appoint ou de façon récurrente, une demi-journée par semaine,
une journée en mode commando par mois, je ne sais quoi, voilà. Et là, bah, on va vous apporter des bonnes pratiques, on va vous apporter des templates, hein, des masques de réponse, on va vous montrer, tiens, bah, pour d'autres types de clients, alors pas des architectes parce qu'on peut pas, mais on peut vous montrer dans d'autres secteurs d'activité, en anonymisant les réponses, ben voilà ce que d'autres ont fait. Voilà comment ils présentent leur activité. Voilà comment est-ce qu'on peut essayer d'être plus percutant dans la réponse. Et puis il y a des choses auxquelles il faut faire attention. C'est on score en fait hein, les éléments de la réponse. Donc il y a une pondération sur chacun des sujets. C'est pas juste délivrer une réponse. Et donc, il faut faire très attention à ça. Donc, bref, on peut vous accompagner et on peut essayer d'augmenter le taux de succès sur ces appels d'offres publics, soit en mode conseil, soit en faisant le job carrément avec vous et avec vos équipes. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être visible. Bah, être visible, c'est avoir un site web, c'est être sur les réseaux sociaux. Euh, on l'a dit tout à l'heure, Olivier disait, bah, il faut un petit peu faire un peu plus que ce qu'on faisait quand le marché était florissant. Bah, faire un peu plus, c'est se dire, OK, comment je vais pouvoir être visible de ma cible? Déjà, qui est ma cible? Est-ce que c'est les particuliers? Est-ce que c'est mon réseau? Bah, déjà, forcément, oui, c'est votre réseau, parce que même votre voisin peut être un chef d'entreprise qui lui-même aura une petite opération de promotion à vous confier. Donc, il ne faut pas négliger votre réseau. Et pour être visible auprès de votre réseau, eh bien, il y a des logiciels, il y a des réseaux sociaux, il y a des choses que vous pouvez essayer de leverager, comme on dit, hein, dont vous pouvez tirer profit. Et pour ça, bah, vous pouvez là aussi vous faire accompagner, vous pouvez vous former, vous pouvez confier ça à quelqu'un qui va vous rendre plus présent, qui va faire en sorte que votre site soit une vraie vitrine, qui va faire en sorte que vos réalisations soient peut-être publiées dans la presse régionale. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose à tirer d'une actualité dans une agence d'architecture. Et donc, voilà, il faut faire parler absolument de ce que vous faites. Vous avez des trucs en plus super sympas à montrer, donc c'est très visuel. C'est pas comme si c'était une prestation intellectuelle où là, il faut se creuser un peu la tête. Donc, premier conseil, pour gagner plus d'affaires, soyez visible, entourez-vous de professionnels qui viennent soit vous former, soit vous conseiller, et surtout déléguer, on va dire, l'exécution de ce sujet-là, qui n'est quand même pas on va dire, le cœur du métier d'architecte, à des professionnels qui viendront faire ça quelques heures, quelques demi-journées par mois. Pendant ce temps-là, vous ferez du lobbying, vous ferez du réseau, vous ferez du développement commercial, vous ferez des soutenances au marché public. Et c'est là que se trouve vraiment la valeur ajoutée de l'architecte quand on parle de développement du business. Deuxième sujet, l'argent. Le cash, très important, c'est vraiment, on dit que, vous savez, on dit vraiment, c'est le poumon de l'entreprise. Donc moi, on n'a pas peur d'en parler. Il faut être clair. Qu'est-ce qui fait rentrer de l'argent plus vite? C'est quand on facture plus vite. Bon, je simplifie un petit peu, mais on sait que la complexité dans le monde des bureaux d'études, des architectes, c'est, Olivier en parlait tout à l'heure, c'est les retards, c'est la facturation à l'avancement, c'est les bonnes ou les mauvaises raisons utilisées par vos clients et par les intermédiaires pour décaler dans le temps et donc décaler votre recouvrement et donc décaler la génération de trésorerie. Donc, on ne va pas être dans la simplification à l'extrême et dans le yaka faucon. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que, avant de parler d'outils logiciels, déjà, mettez au carré votre processus. Hein, je pense que Célia, tu seras d'accord. D'abord, on met au carré les processus. D'abord, on met au carré, est-ce que votre facturation, elle est faite de façon efficace? Est-ce que vos conditions générales de service sont bien à jour? Est-ce que vous facturez rapidement? Est-ce que vous avez toutes les pièces qui vous permettent de facturer sans qu'il y ait des allers-retours? Est-ce que vous avez les bons interlocuteurs? Est-ce que tout ça est quelque part, avant de parler d'un outil, d'un CRM ou d'un logiciel, est-ce que déjà, sans outils, tout ça est bien posé? Voilà. Pareil pour le recouvrement. Le recouvrement, vous pouvez faire sans logiciel. Évidemment, c'est plus long, c'est plus compliqué, vous risquez de vous y prendre à plusieurs fois, mais faire du recouvrement, c'est avoir les bons contacts, c'est avoir des lettres types, c'est passer au recommandé et connaître la législation qui vous permet de passer ensuite rapidement à un contentieux. C'est éventuellement d'aller jusqu'à l'injonction à payer. Est-ce que vous avez quelqu'un chez vous qui sait faire ça? Bon, donc là aussi,
bonne pratique de gestion pour les jeunes qui démarrent comme pour les vieux qui n'ont pas le temps de s'en occuper, qui en ont marre, parce que c'est vraiment c'est une tannée, hein, franchement, la facturation, le recouvrement. Soit vous vous équipez et vous passez directement sur les bonnes pratiques, soit vous vous équipez et ou vous prenez une assistance qui vient vous mettre un peu tous ces process au carré et en particulier le pilotage de la trésor, parce que derrière le recouvrement, il y a la trésor. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon troisième point, si j'ai un décalage. Alors là, la trésor, c'est peut-être la partie la plus difficile dans la gestion, hein. On a tendance à dire la comptabilité, c'est le passé. Votre expert Mmh. comptable, votre comptable, il regarde le passé, mais c'est pas la trésor ça, hein. La trésor, c'est l'avenir, hein. C'est vraiment, d'ailleurs, les bons comptables sont surtout pas des bons en général, des bons gestionnaires de trésor. C'est vraiment 2 choses complètement différentes. Bien sûr, la trésor, elle va puiser, on va dire, sa légitimité, son socle dans la compta, mais ensuite, qu'est-ce qu'on va faire quand on pilote la trésor? C'est qu'on va faire des scénarios. Première chose qu'on fait dans un cabinet d'architecte, c'est OK, je vais gagner 3, 5, 7 marchés à peu près à telle date. Qu'est-ce que ça va générer comme trésor compte tenu de ce que je sais et de l'hypothèse que je fais de mon recouvrement? Voilà, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, voilà à peu près la trésor que je vais pouvoir récupérer. Est-ce qu'avec ça déjà, on ne sait pas si ça va se passer comme ça, mais ce scénario, est-ce que il va me permettre de payer mes coûts fixes? Est-ce qu'il va payer mon loyer? Est-ce qu'il va payer mes salaires? Est-ce qu'il va payer mes infrastructures et ce dont j'ai besoin pour travailler? Voilà. Donc déjà, ce qu'on appelle un business plan de trésorerie, c'est-à-dire une projection de votre budget, mais en trésorerie, en cash et pas en dépenses, pas en gestion. Est-ce que vous arrivez à payer tout ce que vous devez payer et vous payer vous-même, hein? Et je dirais que c'est même un point super important. Quand on est associé, qu'on est fondateur, on a tendance à se dire, d'abord, il faut payer tout le monde et puis les charges, et puis je verrai ce qui reste pour pouvoir me payer. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est je me paye. Alors, je suis réaliste par rapport au développement de mon agence et par rapport au contexte, mais je paye mes équipes, je paye mes coûts fixes. Et ensuite, une fois que j'ai projeté tout ça, je regarde quel est le niveau de marge et le niveau de chiffre d'affaires qu'il faut que je développe pour payer tout ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire, Mmh. hein. Et ce travail, soit vous le faites tout seul parce que vous savez le faire, à nouveau, soit vous partez à l'école et vous vous faites former, soit vous vous faites assister. C'est toujours pareil, hein, à un moment donné, si vous ne savez pas le faire ou si vous ne voulez pas le faire, vous faites aider. Et il y a des gens qui adorent ça, qui ils prennent leurs pieds, hein, à faire à vous aider, à vous poser des questions, à mettre tout ça dans Excel et vous dire: «Ah attention là, vous voyez, si on continue comme ça, là, ça va faire quick, parce que les projets, ils se décalent et là, vous n'arrivez plus à payer. Donc c'est maintenant qu'il faut aller voir le banquier, pas une semaine avant, c'est maintenant». Ou c'est maintenant qu'il faut aller voir votre client en disant: «Là, le décalage de 15 jours, vous ne me le refaites pas, hein. Là, j'ai absolument besoin d'être payé le premier du mois». Et donc, ces personnes qui peuvent vous accompagner, ou les formations que vous pouvez faire, c'est absolument indispensable parce que piloter la trésorerie dans une agence, c'est dormir sur ses 2 oreilles et c'est anticiper, prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est encore une fois, partez pas sur des trucs très compliqués. Écrivez votre histoire, vous la racontez et vous mettez ça ensuite dans Excel. Et ensuite, tous les mois, vous allez vérifier est-ce que ce qui s'est passé est conforme à ce que j'avais prévu. Si je suis en mieux, eh ben, on met à jour le mieux et on regarde comment ça se projette sur 12 mois glissants. Si je suis en moins bien et que j'ai dépensé plus ou que j'ai rentré moins d'argent, eh ben, on regarde comment ça se présente et comment ça se projette sur les 12 mois. On fait ce qu'on appelle un rolling forecast, c'est-à-dire une prévision roulante, hein. Et vous allez voir que vous n'avez même plus besoin de faire des budgets quand on fait ça. Vous allez avoir un budget roulant qui va avancer tous les 12 mois ou tous les 24 mois. Et puis, vous allez voir exactement combien de cash va rentrer, combien de cash va sortir. Et vous savez comment agir sur les événements. Et vous n'êtes pas dans le ring à prendre des coups et à vous retrouver au dernier mois au dernier jour du mois à ne pas pouvoir payer les salaires ou dans des situations impossibles. Voilà. Donc, pour les petites agences en particulier, super important, mettez en place tout de suite un plan prévisionnel de trésorerie et mettez en place ce rolling forecast qui va vous projeter vraiment vos dépenses et vos revenus.
4e point, pas facile non plus parce que il faut être bon partout hein, quand on est entrepreneur, architecte, il faut être sur tous les fronts. Il y en a un qui est quand même de plus en plus important, c'est attirer les jeunes ou des moins jeunes, attirer des talents, les intégrer. On ne les fait pas rentrer comme ça n'importe comment, il faut les intégrer correctement et puis les fidéliser. Voilà. Ce qu'on appelle la marque employeur, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour que votre marque, même une petite agence, pas forcément très connue, comment vous faites et qu'est-ce que vous faites pour qu'on ait plutôt envie de venir travailler chez vous qu'ailleurs. Et quand on est chez vous, on est vraiment content. Voilà. Alors, on ne va pas en parler maintenant, mais là, on est dans le domaine des ressources humaines, hein, du management et des ressources humaines. Donc, là aussi, je pense qu'il y a des bonnes lectures, hein, déjà, on peut se renseigner sur beaucoup de choses, mais là aussi, vous pouvez vous former si vous le souhaitez. Il y a beaucoup, beaucoup de formations sur ce sujet, et puis vous pouvez vous entourer, là encore, d'une, spécialiste, RH de ce sujet qui peut, déjà repeindre un petit peu votre site web, pour pouvoir attirer des gens parce qu'il faut que ça soit sexy, hein. Si déjà votre site web, il est un peu repoussoir, et qu'on voit pas votre vision, qu'on voit pas en quoi vous voulez changer le monde, qu'on voit pas d'où vous venez, où est-ce que vous allez, quel est votre projet d'entreprise, etc. Je suis désolé, c'est vrai que ça, c'est pas forcément indispensable pour exister, mais aujourd'hui, il y a des gens, et en particulier la jeune génération, s'ils n'ont pas la capacité à se projeter, eh ben, ils vont pas venir chez vous. Ils iront ailleurs. C'est un peu dommage. Donc il faut faire ce petit bout de travail qui est voilà, redéfinir votre marque employeur, votre vision stratégique, à quel point vous êtes là pour contribuer et comment et sous quelle forme. Et puis comment vous intégrez ensuite vos équipes et qu'est-ce que vous leur proposez comme schéma d'évolution. Même si vous n'êtes pas nombreux, il y a quand même un parcours que vous pouvez leur proposer. Donc il faut réfléchir à tout ça, il faut le mettre en place concrètement dans des documents, dans des outils, et puis ensuite il faut le faire vivre. Et c'est pas beaucoup de travail, c'est beaucoup de jus de crâne au début, mais ensuite il faut quelqu'un qui l'anime, hein, un petit peu. Donc c'est, encore une fois, peut-être une journée par mois, de temps en temps, encore une fois, si vous voulez le confier à quelqu'un, il y a des gens qui font ça très bien. Donc n'oubliez pas, en tous les cas, cette partie marque employeur, c'est mon conseil. Dernier point, l'automatisation. Alors j'aurais pu dire digitalisation, parce que la digitalisation, elle sert à quoi? Elle sert à 2 choses. Elle sert à tracer les événements et elle sert à, faire gagner du temps par l'automatisation. Là, je préfère parler d'automatisation parce que qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à réduire le papier, réduire les tâches répétitives et manuelles. On va chercher à faire gagner du temps, à faire gagner un peu de productivité dans le cabinet et donc tout ce qu'on peut automatiser, va permettre, de libérer du temps à l'architecte et aux collaborateurs pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. On parlait tout à l'heure du recouvrement, c'est sûr que si vous n'avez pas un logiciel qui vous automatise les relances, vous perdez du temps. On parlait de la trésor. Avant de faire la trésor, il faut faire des rapprochements bancaires. Un rapprochement bancaire, c'est 4 relevés, avec 20 lignes sur chaque relevé que vous devez pointer avec une pièce comptable. Soit vous le faites à la main, hein, en mode 1970, soit vous le faites avec un petit outil qui coûte 20 € par mois, ou vous le faites avec outil qui l'a intégré, ou vous le faites comme vous voulez. Il y a même des outils gratuits qui font des choses. Mais à la limite, je ne suis pas là pour vous parler des outils, je suis là pour vous dire automatiser les choses. Ce que vous pouvez automatiser, il faut le faire parce que petit à petit, ça vous fait gagner du temps. Donc le rapprochement bancaire, ça vous fait gagner du temps. Les relances, ça vous fait gagner du temps. La facturation, quand elle est juste et qu'elle part au bon moment, avec les bonnes conditions générales de vente, et que la facturation à l'avancement est fait correctement, ça vous fait gagner du temps, et cetera, et cetera. Et dans ces processus de gestion, vous allez voir, il y a plein de micro tâches que vous pouvez automatiser. Bien sûr, il y a des tâches métiers, mais ça, vous êtes déjà, voilà, sur ces sujets-là, et je ne parle pas de toute la digitalisation de votre métier. Mais là, on est vraiment sur les fonctions support. Il y a vraiment des choses qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps, et vous savez, on a fait des études, c'est pas moi qui les ai faites, mais d'une manière générale, dans les PME, 34 du temps de travail, est occupé à des choses qui n'ont rien à voir avec le métier. 34 du temps. Voilà, un tiers de votre semaine,
vous faites des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le développement de votre agence. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas de passer à zéro, mais l'idée, c'est est-ce que le temps et le coût à l'heure que vous supportez, que ce soit votre salaire ou que ce soit le salaire de vos collaborateurs, n'est pas trop cher par rapport à ce que vous pourriez avoir en le sous-traitant et le déléguant à quelqu'un? C'est la première question qu'il faut toujours se poser. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai pas mieux à faire que de faire moi-même cette tâche? Parfois, vous allez arriver à la conclusion qu'il vaut mieux le faire. Parce qu'au moins, c'est bien fait, parce que vous avez après ça des bonnes ou des mauvaises raisons, mais vous avez vos raisons. OK, vous gardez cette partie-là. Mais il y a des choses, il vaut mieux les déléguer. Ça sera sûrement mieux fait, plus vite, et ça vous permettra de vous libérer du temps ou du temps collaborateur sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, automatiser ce qui est chronophage, déléguer ce que vous pouvez déléguer, et vous allez voir qu'avec le temps que vous allez gagner, vous allez pouvoir avoir une bouffée d'oxygène pour vous concentrer sur des choses que vous aimez faire. Alors, ça peut être la table à dessin, ça peut être votre projet, ça peut être le management des jeunes collaborateurs que vous intégrez, ça peut être aller faire du développement commercial, c'est ce que vous voulez, mais ne vous faites pas happer par toutes ces tâches chronophages qui vous ramènent à des choses qui sont pas super drôles, quoi, hein. Faut pas, faut le dire honnêtement. Voilà mes 5 conseils. J'espère que Olivier, vous, vous serez à peu près d'accord avec ce que j'ai dit. Mais on ne s'est pas concerté hein, sur les 5 C'est conseils, ça, mais je souscris totalement au point de vigilance et aux conseils distillés. Je les applique moi-même et je dors sur mes deux oreilles. bon, Voilà, c'est super, ça. super. Bon, merci. Alors, maintenant, attention, roulement de tambour. C'est à Célia, moi. c'est à toi. Quels sont les enjeux et comment le chef d'entreprise qui est associé et architecte peut y répondre? Yes, merci beaucoup Marc. Je suis très contente d'arriver en dernier pour 2 choses. C'est que Olivier nous a vraiment dépeint ce qu'il est en train de vivre au quotidien et le métier d'architecte, architecte bureau d'études, OPC, AMO, tous les métiers que j'appelle de l'ingénierie du bâtiment sont des métiers qui ont vraiment une spécificité très particulière. Et merci à toi, Marc, du coup, pour toutes les jolies choses que tu viens de nous dire, puisque ce sont des choses qui sont absolument utiles, indispensables même aux entreprises. Et moi, la seule chose que j'aimerais bien faire entre les deux maintenant, c'est le lien exactement entre vous, Marc, toi, Marc, pardon, qui a vraiment indiqué, on va dire, les best practices, les meilleures choses à faire pour que l'entreprise fonctionne et qu'on ait un bilan et qu'on ait du résultat et qu'on soit en train de dormir sur ses deux oreilles comme Olivier. Et moi, je vais plutôt vous parler de la partie de la personne. En fait, bon, je suis la directrice commerciale du logiciel Outils. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, on est totalement adapté. On est totalement en train de parler exactement des mêmes choses et des mêmes prérogatives que toi, Marc. Toi, tu as la possibilité de mettre des humains à disposition. Et bien, moi, j'ai la possibilité de mettre un outil à disposition qui est un logiciel. Je vais même pas vous embêter avec tout ça. On a la spécificité métier et on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de bouche à oreille dans le métier. Donc, moi, je vais plutôt prendre un petit peu ma casquette de mentor, que j'ai cette casquette de mentor auprès de l'école d'architecture de Clermont, de Rouen et de Paris-Est, donc Marne-la-Vallée, puisque j'accompagne des incubés, des architectes entrepreneurs incubés. Et je suis hyper contente parce que les 5 points que je vais aborder maintenant sont exactement les 5 points sur lesquels je me bats avec eux pour qu'ils puissent prendre cette posture de chef d'entreprise. C'est quelque chose d'hyper important pour moi parce que c'est un métier à part entière. Avant d'être chez Outils, j'ai passé 12 ans à mon compte, j'ai eu un certain nombre d'entreprises. J'étais de l'autre côté de la barrière dans le bâtiment. J'ai eu un négoce de matériaux, une entreprise de seconde œuvre. Et après, comme tu disais Marc, il y a des gens qui adorent venir dans les entreprises et faire des tableaux Excel sur du business plan. J'ai eu une activité de conseil auprès des entreprises spécialisée justement dans le bâtiment, mais j'étais un peu de l'autre côté de la barrière de vous, les architectes et les bureaux d'études. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai la chance de discuter vraiment au quotidien avec des personnes qui gèrent leur entreprise et aussi des personnes qui sont spécifiques et uniquement dans ce métier-là. J'insiste vraiment parce que Olivier, tout à l'heure, tu nous as vraiment parlé d'une nécessité absolue de diversification des marchés, d'avoir une agence qui va être capable d'aller chercher du new business, autant dans un
partenariat avec un club de sport où tu vas aller t'asseoir, discuter, te présenter, et autant avec, en effet, la valorisation de son new business dans des marchés publics, à aller serrer la pince des bonnes personnes dans les institutions. Mais moi, ce que j'aimerais vous donner un petit peu comme tips, là maintenant tout de suite, sur le métier d'entrepreneur, donc j'ai attaqué mon premier paragraphe, le métier d'entrepreneur, pour moi, le métier d'entrepreneur, architecte, bureau d'études, prenez quelqu'un dans la rue et demandez-lui ce que fait un architecte. Quel est le métier de l'architecte? Et vous allez vous rendre compte, parce que c'est vraiment quelque chose qui est réel, 99% des gens ne savent pas ce que vous faites, ne sont pas conscients de votre métier. Et vous avez absolument besoin de sensibiliser tous les gens qui sont autour de vous. Salut les gars, je ne suis pas quelqu'un avec un crayon derrière l'oreille qui adore faire des dessins. Non, je suis quelqu'un qui va répondre à des marchés qui sont toujours très tendus. Vous aimeriez faire des choses, vous avez des volontés de dessin, vous avez des pattes, vous avez de la créativité, vous avez envie de faire des grandes choses parce que c'est génial, vous apprenez ça. Et de l'autre côté, vous êtes contraint, vous êtes ficelé, on vous dit non, on va pas le faire comme ça parce que tu as imaginé ça, mais c'est beaucoup trop cher, ou tu as imaginé ça, mais on n'en a pas très envie. Et je trouve que c'est incroyable. Un architecte, pour moi, un petit peu moins le bureau d'études, mais un architecte pour moi, tu me coupes Olivier, parce que c'est un peu fort ce que je dis, mais c'est vraiment pour soulever l'argument. C'est quelqu'un qui vit un peu dans la frustration de ne pas faire ce qu'il a dans la tête, mais d'être contraint de rentrer un petit peu dans une boîte à chaussures. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? C'est pas faux, mais c'est une frustration stimulante parce que on recule rarement devant quoi que ce soit. Donc, une porte se ferme, on va la contourner pour transposer le dispositif qu'on avait envisagé initialement d'une autre façon. Mais c'est aussi l'essence de notre métier. C'est un métier qui est complexe. On produit invariablement des prototypes à ciel ouvert. Donc, on réinvente la roue un peu à chaque dossier. Donc oui, il y a de la frustration, mais la satisfaction est au moins à la hauteur des frustrations qu'on peut subir, parce que quand on remporte un concours ou quand on remporte une discussion compliquée sur tel ou tel item d'un programme, c'est une grande satisfaction. C'est assez équilibré finalement, mais c'est éprouvant. C'est vraiment un métier éprouvant. Donc en gros, moi, je voulais quand même aborder ça parce que il y a beaucoup de jeunes architectes qui sortent de leur HMO et compagnie et qui se disent, OK, il faut que je sois bon élève, dans le sens, il faut que je fasse toujours les mêmes choses, les mêmes mécaniques et ça va fonctionner. Et en fait, dans vraiment ce que tu as dit, et je pense que c'est l'essence même de votre métier, si vous êtes créatif sur un projet, il faut que vous soyez créatif dans votre boîte. Il faut que vous soyez créatif dans cette gestion de la je sais pas, c'est un petit peu, vous marchez sur des œufs tout le temps et il faut réajuster, il faut repartir, il faut revenir. Donc ça, pour moi, c'est le 1. La posture du chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant et important. Vous n'êtes plus des architectes. Vous avez peut-être été des collaborateurs architectes salariés, mais maintenant, si vous êtes dans le bain et si vous êtes architecte associé et que vous êtes chef d'entreprise, ça sous-entend que vous avez un nouveau métier. Et ce métier-là, c'est un métier dont vous êtes le responsable, le garant, et votre valeur amènera la valeur de votre entreprise. Là, on est vraiment dans un truc, que vous soyez seul, que vous ayez 50, 200 salariés, vous êtes le fer de lance de votre boîte. Souvent, les agents sont plusieurs associés, et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez en phase tous ensemble. Et clairement, moi, ce que je voudrais amener, ne jamais oublier qu'un chef d'entreprise, le chef d'entreprise est un directeur général. Dans directeur général, vous allez dans n'importe quel autre process industriel ou ce que vous voulez, un directeur général, c'est le directeur de 4 pôles. C'est le directeur général opérationnel, donc des projets, de la réalisation des projets. Vous faites du chiffre d'affaires avec ça, donc c'est ça. La deuxième chose, c'est que vous êtes le directeur financier, c'est-à-dire que vous avez en charge et vous êtes responsable des finances de votre entreprise, gestion comptable et tout ça. Vous êtes aussi responsable RH, donc du coup, tu l'as aussi abordé Marc tout à l'heure, il y a tout cet aspect RH dont vous êtes le responsable et vous allez ensuite infuser à vos équipes des valeurs, des organisations et des choses à faire qu'on va voir juste après. Et vous êtes aussi une responsable commerciale.
Donc, n'oubliez jamais, ce n'est pas parce que, en effet, vous devez diversifier votre business. Si vous ne le faites pas vous et si vous ne réfléchissez pas à comment le faire, personne ne va le faire à votre place. Donc moi, mon item numéro 1, c'était de faire passer le message à toutes les personnes qui sont là et qui sont gérantes d'une entreprise, petite, grande, moyenne. Vous êtes responsable, vous insufflez les valeurs et donc la valeur de votre boîte, c'est vos valeurs. Donc vraiment, travaillez là-dessus et foncez tête baissée, c'est le plus important. L'item numéro 2, tu me coupes quand tu veux, Olivier, parce que je t'ai demandé de venir parce que clairement, j'ai une belle notion de posture de chef d'entreprise te concernant. Donc, surtout, n'hésite pas à me couper. Item numéro 2, c'est le pilotage d'activité. Donc, dans le pilotage d'activité, c'est la compréhension de votre activité. Que vous ayez n'importe quelle organisation, que vous ayez n'importe quel support, n'importe quel logiciel, n'importe quelle chose, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes le pilote de l'avion. Il y a tout le monde qui est dedans. L'avion, c'est votre bilan, c'est votre résultat en fin d'année. C'est là où vous voulez aller. C'est votre futur. C'est la future animation de la trésorerie, comme tu as dit, Marc, et c'est toutes ces choses-là. Donc, si vous ne pilotez pas, si vous ne vous asseyez pas sur le siège du pilote et que vous dites pas, OK, voilà tous les boutons, comment ça marche, il faut que j'y aille, ben, vous n'êtes pas dans une posture de chef d'entreprise. Donc, n'oubliez jamais que d'incarner cette posture, c'est aussi de s'asseoir, de devenir responsable de tout ça et de dire, OK, on pilote. Quel est, par exemple, le montant du chiffre d'affaires que vous avez réalisé septembre, octobre, novembre 2023 ? 1, est-ce que vous le connaissez ? 2, est-ce qu'il vous faut 10 minutes pour aller le chercher ? 3, est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'impression que c'est important ? Techniquement, le pilote, normalement, il sait combien il a de kérosène dans son petit avion pour pouvoir atterrir là où il a décidé. Donc, il faut que vous vous mettiez en place un certain nombre de questions, un certain nombre d'éléments qui font que vous vous sentez bon pilote. Après, vous vous formez, vous vous faites accompagner, vous faites absolument tout, mais il faut que vous incarniez cette personne et que vous soyez capable de dire, OK, je sais à peu près où je vais. J'ai une volonté de chiffre d'affaires, j'ai une volonté de marge, j'ai une volonté de nouveau business, je connais mon expert comptable, je discute avec lui. Vous avez la possibilité de lui demander des soldes intermédiaires de gestion, vous avez la possibilité de discuter avec votre banquier, vous pouvez arbitrer beaucoup de choses parce que vous êtes maître à bord. Et ça, je trouve que c'est une notion qui est hyper importante et que si vous ne vous mettez pas à la chaise et si vous n'incarnez pas le pilote, comment voulez-vous que l'entreprise suive derrière ? L'entreprise, c'est vous. Donc, au fur et à mesure, mettez-vous vraiment dans cette mécanique, incarnez, posez-vous les bonnes questions. J'ai noté, par exemple, quels sont de vous poser et de mettre quels sont les objectifs de réalisation qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a des personnes qui peuvent décider d'avoir une entreprise avec 250 salariés. Pour eux, c'est une réussite. Et puis, il y en a d'autres qui décident d'avoir une entreprise qui leur permet de rentrer à 19h30 tous les soirs à la maison et d'être tranquille. C'est deux visions, c'est deux pilotes. C'est pas pour autant que l'un ou l'autre a raison. C'est juste qu'ils vont mener la barque dans leur sens et dans quelque chose qui leur convient. Donc, je pense absolument, ne perdez jamais de vue que c'est vraiment un métier à part entière et que dans ce métier, vous allez pouvoir incarner le plus possible. Ça, c'est la transition vers le numéro 3, c'est la collaboration. Vous allez incarner votre boîte, vos valeurs et donc, dans le cadre de la collaboration dans votre entreprise, quand vous êtes tout seul, ça fonctionne pas trop parce que vous collaborez avec vous-même. Mais dès l'instant où vous dépassez 2-3 personnes, vous pouvez aller jusqu'à des multinationales magnifiques qui existent dans l'architecture. Aujourd'hui, la collaboration, le mot collaboration, ne la laissez pas de côté. Est-ce que les personnes qui sont autour de vous savent ce que vous incarnez, ce que vous avez envie, là où vous avez envie d'aller? Et surtout, est-ce que tout le monde est en phase avec vous? Vous pouvez leur déléguer des choses. Est-ce que vous avez, non pas confiance en eux, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez déléguer telle ou telle tâche à telle ou telle personne? Pour vous, on parlait des fameux 34% tout à l'heure, Marc, de choses inutiles qu'on fait dans notre journée, enfin dans notre semaine malheureusement, mais pour vous, vous concentrez sur le principal. Alors, je suis un peu académique. J'ai noté sur mes notes qu'il fallait que je vous parle de la matrice d'Eisenhower. Donc, tout à l'heure, tu l'as notifié, Marc, sur les choses. Tu disais les mots importants, urgents. Je vous invite tous à regarder une matrice d'Eisenhower. C'est ni plus ni moins que 4 petits topics que vous avez juste à remplir avec les choses, les tâches que vous avez à réaliser. Est-ce que c'est urgent?
est-ce que c'est important? Et ça rentre tout simplement dans une abscisse et une ordonnée. Et vous allez être capable de vous rendre compte que vous passez probablement du temps sur les choses qui sont les moins urgentes et les moins importantes. Parce que des fois, à droite ou à gauche, on fait des choix sur le temps qu'on passe dans la semaine à faire telle ou telle chose et on ne prend pas un peu de recul en disant « Ok, j'ai du boulot, je prends ma to-do list et si je triais ma to-do list, est-ce que c'est urgent et est-ce que c'est important? Si c'est les deux, c'est à faire. Est-ce que c'est moins urgent et est-ce que c'est important? Ça, c'est à planifier. Est-ce que c'est urgent et moins important? Ça, c'est à déléguer. Et est-ce que c'est moins urgent et moins important? Et ça, c'est à éliminer. Vous l'avez partout sur Internet, mais je vous assure, utilisez-la juste une fois pour vous rendre compte que la plupart des choses que vous faites sont quand même à éliminer. Le deuxième tip que j'avais noté, c'est une méthode qui s'appelle avaler le crapaud, qui est de Brian Tracy, un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Avaler le crapaud. C'est tout simplement de faire la chose que vous aimez le moins, le plus vite possible dans votre journée le matin. Comme ça, vous êtes libéré, vous êtes tranquille. C'est une méthode, mais qui est basiquissime. Mais je vous assure, si vous le faites, c'est-à-dire si les personnes qui sont là reçoivent un mail de ma part à 7h30 du matin, vous savez que vous faites partie de mon crapaud. Sinon, après, c'est bon. Donc, n'hésitez absolument pas à vous mettre des petits tips comme ça. Il y a plein de trucs, il y a du développement personnel, il y a beaucoup de choses que vous pouvez écouter. Si vous êtes dans les transports, vous mettez des écouteurs avec quelques jolies personnes qui savent vraiment vous mettre en route et vous donner un esprit de collaboration. Est-ce qu'aujourd'hui vous déléguez? Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que tout va bien ou est-ce que vous n'avez pas confiance? J'utilise le mot confiance comme ça parce que il faut avoir confiance dans son équipe. Si les personnes que vous arrivez à recruter sont assises là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, donnez-leur votre confiance et avancez là-dessus. Organisation, je vais aller très vite. On ne peut pas avoir une entreprise si on n'est pas organisé. Je peux pas faire plus simple. Marc, je pense que tu incarnes l'organisation avec 3h18, mais dans tous les cas, on est tous des chefs d'entreprise qui sommes organisés. C'est une obligation. Par contre, si vous êtes organisé d'une manière, ouvrez-vous le prisme quand même de laisser aux autres leur manière de s'organiser. C'est le seul petit tips que je peux vous donner. Je pense que c'est vachement important de pouvoir laisser les autres faire à leur manière, entre guillemets, et que le résultat, par contre, convienne à ce que vous avez demandé, clairement. Au niveau… il y a marqué en énorme sur mes notes, montrer l'exemple. Une personne qui n'est pas organisée va donc avoir une boîte qui n'est pas très organisée. Si vous allez faire du networking, que vous avez envie de travailler sur un projet à 15 millions, que vous arrivez en retard, les cheveux comme ça, la cravate sur le côté et qu'en fait, vous n'êtes pas organisé, c'est pas super top pour gérer un petit peu la relation après. Donc, je vous prends l'exemple énormissime, mais c'est un petit peu bête, mais cadrez vos rendez-vous, soyez à l'heure. C'est des choses qui sont vraiment basico-basiques, mais c'est une posture. Ça ramène toujours au numéro 1. Vous êtes chef d'entreprise, c'est votre boîte c'est vous. Montrez-le, quoi. Dernière chose, la marge. C'est là où je pique un petit peu parce qu'on parle de sous. Alors avec Marc, on n'a pas de souci de parler d'argent. Je sais que le milieu de l'architecture est très particulier parce que je discute avec énormément d'architectes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et du coup, je voulais simplement vous dire une seule chose. Je l'ai marqué, c'est le travail important qui est souvent mis en dernier dans la gestion de l'entrepreneur. Pensez à une chose, à chiffre d'affaires égal, si votre marge est supérieure, votre résultat est supérieur, votre entreprise va mieux. Donc, c'est peut-être un petit peu de, regarder ses coûts fixes, regarder un petit peu comment est-ce qu'on arrive à économiser sur un abonnement de téléphone que vous avez pris il y a 2 ans et qui sert à rien. Mais par contre, la marge, la manière dont vous organisez votre entreprise et dont vous organisez cette visibilité de marge, peu importe le système, concentrez-vous là-dessus et faites-en un travail. Le chef d'entreprise est garant de la marge de son entreprise. Après, oui, il y a la facturation, il y a la trésorerie, il y a le pilotage, il y a tout ça, mais la base, c'est de générer de la plus-value, de la valeur. La valeur, c'est la marge que vous avez générée. Et en plus, vous avez toutes et tous des métiers qui sont des prestations intellectuelles. Ça veut dire que c'est votre cerveau que vous vendez, c'est votre créativité, c'est votre professionnalisme. Donc, plus vous arrivez à l'augmenter et en plus, plus vous allez franchement être fier et heureux de ce qui se passe. Donc, essayez d'y jeter un œil. Ça doit faire partie d'un travail de pilotage, de se dire, OK,
j'ai peut-être pas une bonne visibilité là maintenant tout de suite, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? Mettez-vous en place, c'est pas la révolution. Mettez-vous juste en place quelques petits tips, quelques petites choses à faire pour pouvoir vous dire, OK, bah là, j'ai calé 1 heure au début du mois pour me dire qu'est-ce que j'ai vendu sur mes projets, est-ce que j'ai sous-traité, est-ce que j'ai co-traité qui génère pas de la marge, mais quand même qui vous permet de piloter votre boîte, quels sont mes coûts fixes, comment ça fonctionne. Et si vous en êtes au stade 0, ben, vous appelez votre comptable, vous lui demandez un rendez-vous, vous asseyez à côté de lui, vous dites « Ok, voilà, je voudrais commencer à piloter ma marge. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, non pas résolution, parce qu'on est début d'année, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais pensez-y, vous devez l'incarner, vous devez aller la chercher, vous devez la travailler, vous devez jouer avec, vous devez décider. Des fois, vous faites des actions commerciales. Oui, vous avez des phases dans lesquelles vous dites « Allez, moi, je m'en fous, je lui offre le dessin ou j'en sais rien parce que vous avez envie d'avoir le marché. » Oui, mais ça veut dire que toutes les autres lignes, vous les avez réfléchies pour que cette ligne-là qui sera à 0 permettra aux autres de s'équilibrer. Donc, moi, j'avais juste une volonté. Là, j'ai terminé mon petit topic. J'avais juste la volonté, en fait, de sensibiliser les personnes qui nous regardent au fait que leur métier de créatif est génialissime et incroyable. Les ingés des bureaux d'études sont des personnes qui sont un petit peu plus carrées, matheuses, donc avec qui on a beaucoup plus de discussions, on va dire, d'affinage et de pilotage. Mais tout le monde de l'architecture, soyez chef d'entreprise. Et après, vous allez vous éclater, vraiment. Donc voilà. Merci Célia. Merci. Très imagé, très intéressant. Alors j'en profite pour rebondir sur une remarque de Mathieu. Je vous remercie. J'ai écrit un mémoire sur la relation ambiguë qu'entretiennent les architectes avec l'argent. Donc voilà, on est typiquement dans le sujet. Cette présentation est précieuse car je vois des startups qui vendent comme révolutionnaire la mission de suivi de chantier de rénovation d'appartements. Je me dis que nous récoltons ce que nous semons. Ouais, évidemment. Olivier, qu'est-ce que ça vous inspire, cette relation ambiguë et en même temps nécessaire avec l'argent? Jusqu'où il faut aller finalement Elle est notoire, mais il faut commencer par s'en affranchir comment dire, en mettant de côté la notion de taux d'honoraire qui est omniprésente, qui est dans l'inconscient collectif. Tout le monde a une valeur quelconque du coût des prestations d'un architecte. Et pour s'en sortir, il faut rappeler en tout premier lieu tout ce que vous avez dit, qu'on est un opérateur économique comme un autre, qu'on a une société à piloter, qu'on a des charges, qu'on a des obligations, qu'elles soient fiscales ou réglementaires, étant donné qu'on est une profession réglementée. Et il faut impérativement approcher la valorisation de nos études au temps passé, sortir de cette logique de taux et donner à voir à nos commanditaires ce que représente ce qu'ils s'apprêtent à nous commander et de le chiffrer en temps. Un taux horaire sera rarement contesté. Mais en revanche, expliquer que on va passer 250 heures d'études sur un avant-projet définitif, tout d'un coup, la lecture, l'attitude de nos commanditaires va changer parce que on rentre dans des choses qui sont plus palpables pour eux. C'est du temps. Tout le monde a la maîtrise du temps et rapprocher d'un coût horaire qui est pas délirant pour un architecte, tout de suite les choses passent un peu mieux. Donc il faut impérativement apprendre à parler d'argent, faire savoir que comme vos interlocuteurs, vous avez des factures à payer, à honorer et sur des rythmes réguliers, bien souvent mensuels, et que attendre 15, 30, 45 jours vos honoraires qui ont été facturés à terme échu, c'est-à-dire que les prestations ont été livrées, vous facturez et vous attendez 30, 45, 60 jours vos honoraires, par moment, c'est pas possible. En tout cas, il faut que ce soit dealé au plus tôt dans les contrats de maîtrise d'œuvre et la vigilance à laquelle j'invitais tous les auditeurs un peu plus tôt. Il faut être très, très, très vigilant là-dessus et apprendre à parler d'argent. Ça, c'est clair. C'est incontournable. C'est incontournable aujourd'hui. J'ai une question justement de Sylvie là, qui dit comment accélérer la facturation, parce que ça on en a parlé tout début. Célia, tu veux peut-être répondre là-dessus? Comment est-ce qu'on peut accélérer le cycle de facturation? Alors, accélérer le cycle de facturation, pour moi, c'est simplement avoir une bonne gestion de son projet.
Je le mets en miroir avec le logiciel. C'est simplement, je vends des honoraires, je mets les phases dans un planning, j'avance sur mes phases, ce qui sous-entend que j'ai une valorisation de la phase et un avancement qui viennent se mettre en euros. Et donc, je suis au courant de combien est-ce que j'ai de facturables par phase. Ça, c'est une notion qui est un peu complexe, mais il faut absolument aller là, puisque vous arrivez en fin de mois et vous savez que vous avez 3 457,12 € à facturer sur ce dossier-là et vous avez vos pourcentages d'avancement. On peut aussi, alors c'est pas applicable à tous les secteurs d'activité, mais il est fréquent que les artisans, les entreprises avec lesquelles on travaille fassent des factures d'acompte parce qu'ils ont à approvisionner des matériels, des matériaux pour accomplir la prestation qu'on leur achète. Donc encore une fois, c'est pas généralisable, mais il y a certains secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez vous aussi vous mettre dans cette brèche et réclamer des acomptes au démarrage d'une phase, de telle sorte que bien l'appel des honoraires se fasse le plus en amont possible, avant même que vous ayez commencé à produire. Et ça permet un meilleur atterrissage sur le principe d'une facturation à prestation échue. Si vous en avez perçu 15, 20 ou 30% avant de le commencer, vous vous portez forcément mieux en matière de trésorerie. Très clair. J'ai une autre question qui m'a fait sourire là. Est-ce que tous les architectes ont un budget? Ça, je peux pas y C'est-à-dire, répondre. Je sais pas. La question, c'est est-ce que tous les architectes ont un budget? Est-ce que ça, donc je suppose que la question, c'est est-ce que chaque agence se construit un budget ou est-ce que finalement c'est possible d'avoir une entreprise sans avoir de budget annuel? il est préférable de connaître son budget de fonctionnement pour justement faire des projections sur la marge que la société va générer, parce que maîtriser son budget de fonctionnement, c'est savoir dire combien d'affaires il va falloir contracter, combien d'honoraires ça va générer. Enfin, pour moi, ça m'apparaît indispensable. Et après, tu as peut-être une notion de budget par phase aussi, de budget temps homme. Peut-être que c'est là où la personne voulait aller, puisque comme c'est très spécifique, les agences vendent des phases. Ces phases sont vendues avec un montant. Et ensuite, l'objectif, c'est de faire travailler là où les collaborateurs sur cette phase et de se rendre compte, justement, si la dépense de temps homme correspond à potentiellement ce qui avait été prévu au départ. Et le mot budget dans Outils est partout pour moi. C'est ce budget-là dont on parle, donc je ne sais pas si la personne peut nous répondre. Mais en effet, toutes les agences ne gèrent pas leur budget. Moi, je peux vous le dire parce que j'en côtoie pas mal. Toutes les agences ne gèrent pas leur budget. Beaucoup le subissent et d'autres le travaillent. J'ai une autre question, mais pour Olivier. Quelles sont les tâches les plus chronophages dans une agence? Qu'est-ce qui prend le plus de temps et qui a probablement la plus faible valeur ajoutée? Vous l'avez évoqué l'un et l'autre dans vos interventions, c'est 34%. Alors j'avoue que je ne connaissais pas cette proportion du temps. Après, il faut réfléchir à ce que nous avons envie de faire. Moi, en qualité d'architecte, piloter la boîte du soir au matin, du 1er janvier au 31 décembre, c'est pas ce qui me passionne le plus, même si objectivement, j'aime quand même ça. Mais on va s'assortir les services, donc toutes les comment dire, les bonnes recommandations que vous avez pu nous faire, les panoplies qui existent. C'est chercher par tous les moyens des solutions à plus ou moins forte valeur ajoutée qui vont nous permettre de nous concentrer sur notre métier de base, à savoir concevoir et trouver les programmes à concevoir. Je ne suis pas sûr de répondre à la question. Vous pouvez me la reformuler, Marc? Non, non, c'est ça. Et précisément, est-ce qu'il y a comme ça en tête des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches très chronophages qui prennent du temps, qu'on aimerait pouvoir sortir pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on aime, c'est-à-dire soit de la production de projets, soit du développement commercial, soit aller jouer au golf, hein, j'en sais rien, mais autre chose. La facturation en tout premier lieu, c'est-à-dire que évidemment c'est le carburant de la société. Vous l'avez évoqué dans
dans cette masterclass à plusieurs reprises. Concrètement, il faut fiabiliser à tout prix, c'est-à-dire que la solution Excel, elle a ses limites et moi je l'ai très vite trouvée parce que malgré toute la conscience qu'on peut y mettre, la facturation bien souvent elle se fait en fin de journée tard ou le week-end ou en fin de mois du mois qui a déjà commencé, du mois suivant qui a déjà commencé et on prend pas toujours le temps de vérifier ces cellules. La facturation à l'avancement induit des factures relativement complexes dans nos métiers et donc on peut avoir, il y a une marge d'erreur qui est assez importante. Donc là on a des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, mais qui ont un impact absolument colossal. Donc, il faut les fiabiliser et les déléguer. Et aujourd'hui, s'équiper d'un CRM, enfin, nous, on a sauté le pas il y a 5 ans, je crois, maintenant. Je reviendrai jamais en arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après pour nous sur ce paramètre. C'est clair. Ok, super. Écoutez, je regarde, on a encore des questions. Est-ce que les écoles d'architecture, Clélia, ont compris ces points que vous avez évoqués et forment les futurs chefs d'entreprise dans l'année HMNOP en ce sens, à votre avis? C'est ce que j'ai répondu. Je me bats pour être invitée. Aujourd'hui, j'aime beaucoup m'enlever l'étiquette de l'entreprise que je représente parce que j'ai la chance d'avoir une entreprise qui me laisse aussi être présente et proposer ce genre de discussion, tout simplement pour augmenter la visibilité, la vision de l'entrepreneuriat dans le monde de l'architecture. Donc, je me suis positionnée avec les incubateurs parce qu'ils sont super sympas et qu'ils m'ont tous accueilli très, très gentiment. Cette année, en 2024, je compte proposer aux personnes qui font des contenus HMO, donc sur toutes les écoles d'architecture de France, d'être disponible, de discuter, de évidemment présenter outils parce que c'est un logiciel qui est aussi là pour ça, mais dans la posture et dans la discussion d'avoir exactement ce verbe-là et de pouvoir l'amener le plus loin possible parce que je trouve ça sidérant qu'un métier à aussi forte valeur ajoutée ne soit pas formé par un cursus qui leur permette d'y voir clair sur leur vie future de chef d'entreprise. Il n'y a pas d'école d'entreprise. Pardon, excuse-moi Olivier, dis-moi. Non, mais j'allais abonder dans ton sens. C'est malheureusement un paramètre qui continue d'être le grand absent de l'enseignement de l'architecture. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est des études de 3e cycle, donc c'est quand même long. Il y a une masse de choses à assimiler et le paramètre effectivement entrepreneuriat n'est pas du tout abordé. Enfin, de ce que j'en sais, j'ai quitté l'école il y a quelques années maintenant, mais on accueille quasiment tous les ans des collaborateurs qui font leur habilitation à la maîtrise d'œuvre. Ça s'améliore d'année en année sur la teneur des enseignements, sur la qualité des intervenants, etc. Mais ça mériterait d'être enseigné avant même la HMO, je pense. Et oui, parce que ça leur donnerait aussi potentiellement envie. Marc, pour toutes les personnes qui nous regardent, HMO, c'est l'habilitation à la maîtrise d'ouvrage en nom propre, c'est-à-dire qu'une personne qui a fait ça on le sait pas officiellement. En fait, Olivier, peut-être que tu vas tomber de ta chaise, mais quand on ne connaît pas, on ne sait pas qu'une personne qui a fait juste le cursus d'architecture et qui sort avec un diplôme d'architecture n'est pas habilitée à ouvrir son entreprise d'architecture. Il faut qu'il fasse un autre cursus, donc le HMO-NP, habilitation à maîtrise d'ouvrage en nom propre, qui est une maîtrise d'œuvre, Célia. Maîtrise d'œuvre, excuse-moi. Qui est une année supplémentaire, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Donc, la personne rentre dans un cursus supplémentaire. Et il y a même, alors je suis super content parce que je vois qu'il y a une des personnes de l'entreprise Casa Manara qui est avec nous et c'est ce monsieur-là a fait le cursus bien après ses études. Il va peut-être réagir s'il est dans le coin, mais on est sur quelqu'un qui a vraiment une 40aine d'années d'expérience et qui est en train de faire son cursus HMO maintenant. Donc on ne sait pas que il faut faire cette version-là pour pouvoir être architecte en son nom propre.
Du coup, quand vous sortez dans la rue, je vous parlais de ça tout à l'heure, quelqu'un qui va vous dire je suis architecte, il faudrait presque dire et je travaille pour une entreprise ou et je suis à mon compte. C'est assez fou quand même comme métier. Ouais, ouais. Ok, bah écoutez, c'est super. On a un peu débordé, mais on a encore beaucoup de monde de présents, donc ça prouve que ça vous a intéressé. Tant mieux, c'était fait pour ça. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont connectées et qui ont posé des questions pour voilà pour votre présence active. Vous allez recevoir, comme je le disais, le replay, les slides et toutes nos coordonnées de façon à poursuivre les discussions si vous le souhaitez. Merci Olivier, merci Célia, merci pour votre présence et vos témoignages. Et puis pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine masterclass 3h18. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au Au revoir tout le revoir. monde. Au revoir.